présence massive dans cette salle. Et c'est pour nous aussi l'occasion de vous permettre de connaître notre siège, où nous sommes depuis maintenant un bon bout de temps. Avant, nous occupions un autre siège de l'autre côté de la rue, où nous sommes restés quelques années. Mais depuis l'année dernière, nous nous sommes installés ici sur la route de l'aéroport, et c'est ici que nous menons nos activités politiques. Nous avons tenu à aborder un certain nombre d'éléments importants de la vie nationale. Et comme vous le savez, notre pays vit une situation inédite, une situation unique en son genre. Nous avons traversé beaucoup de situations, de défis et de difficultés, mais il convient de dire que nous n'avons quasiment jamais été à un niveau aussi fort et aussi intense en termes d'incertitude, en termes de doutes, en termes de questions dont nous n'avons pas les réponses, dont peu parmi les Sénégalais, sinon aucun, n'a de réponse, puisque ces incertitudes sont exacerbées par un ensemble d'autres phénomènes, un environnement national et régional aussi extrêmement complexe et compliqué. Et c'est tout ça qui, de notre point de vue, mérite que nous nous y attardions un peu et que nous puissions faire des bonnes analyses pour donner des positions. Notre pays est aujourd'hui dirigé par un pouvoir décadent. Un pouvoir décadent parce que c'est un pouvoir à bout de souffle qui a atteint toutes les limites imaginables en termes de gouvernance. Au plan politique, au plan juridique, au plan économique, au plan social et sociologique. Dans l'ensemble ou sur toutes ces questions, nous faisons face à un pouvoir qui n'a plus aucune solution. Et pire, qui n'a même plus, disons, l'initiative de l'action. Nous avons un pouvoir qui réagit plus qu'il n'agit, puisque ce pouvoir n'a plus les leviers de la gouvernance au niveau de notre pays. Et quand un pouvoir en arrive à cette extrémité, il devient un pouvoir nerveux. Le pouvoir est devenu nerveux. Et quand on est devenu un pouvoir nerveux, on devient dangereux pour son pays, pour son peuple et pour toute la population. Ce pouvoir est tombé dans des errements parce que piégé par ses propres turpitudes, piégé par ses propres pièges, on va dire, et manipulations. À force de tomber ou de fomenter des complots, des manipulations, des njout-gat, comme ils le disaient eux-mêmes. Aujourd'hui, ils sont au bout du rouleau, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont complètement encerclés et n'ont plus d'issue. Et parce qu'ils n'ont plus d'issue, ils n'ont plus maintenant que l'invention ou la construction de choses factices pour pouvoir se tirer d'affaire. Et malheureusement, c'est ça qui pose tous les problèmes que nous vivons dans notre pays. Leur objectif principal, c'était de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et qui veut dire réduire l'opposition à sa plus simple expression, dit aussi tenter de détruire toute la construction démocratique de notre pays. Lentement, mais sûrement, année après année, avec des difficultés, au prix de multiples sacrifices, le Sénégal avait quand même réussi à construire un noyau, un embryon de démocratie. Elle n'était pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, notre démocratie. Elle est en construction. Et toute démocratie est en construction. Parce que la démocratie est une quête. C'est un idéal. On tend vers, on se bat, on fait des jalons, on fait des pas, on atteint un certain nombre d'objectifs chemin faisant. Malheureusement, les acquis que nous avons réussi à engranger ces dernières années sont en train d'être remis en question. Et la camisole démocratique, tricotée difficilement par l'ensemble du peuple et des acteurs politiques de la société civile et d'autres, est aujourd'hui en train d'être détricotée. C'est comme vous avez un habit en fil, il est en train de tirer le fil et en train de détricoter tout ce qui avait été construit. Donc détruire la démocratie,
c'est enlever à notre pays l'un de ses soubassements, l'une de ses soupapes les plus fortes, et s'attaquer aux acteurs du jeu politique. À l'opposition et à ses leaders, c'est enlever également à notre pays le principal levier qu'il avait. Quel que soit ce qu'on peut penser de ceci ou de cela, un pays ne construit pas sa démocratie sans des hommes et des femmes qui se mettent en leader, en position de construire et d'avancer avec les autres et avancer pour le pays. Dans cette entreprise de détricotage ou de destruction de la démocratie, il s'est aussi donné un moyen, c'est le moyen de la sélection. Il ne fait pas des process, il ne s'inscrit pas dans une dynamique d'aller à des élections, il prend toujours, disons, une approche, une méthode ou démarche consistant à sélectionner avant d'aller à l'élection. On est encore dans le même schéma de ce qu'on a vécu par le passé. Et je vous ai dit que nos acquis démocratiques sont en train d'être démantelés parce qu'on n'a jamais vécu une situation où une élection commence par une sélection non pas basée sur le droit, mais basée sur le bon vouloir du prince. Il veut aller à l'élection avec qui il pense pouvoir y aller, etc., des raisons qui lui sont propres. Il a aussi fini d'asservir la justice et d'utiliser la justice comme un instrument, un simple outil à la solde de son régime pour assouvir ses propres desseins antidémocratiques, ses propres ambitions de conservation du pouvoir. Et amener la justice au niveau où il a rendu aujourd'hui, c'est également mettre notre pays dans un péril sans fin, innommable, puisque nous sommes maintenant dans une situation de vulnérabilité inédite dans notre histoire. Tout peut se passer aujourd'hui dans notre pays. Notre construction peut s'écrouler du jour au lendemain parce qu'on a enlevé les soupapes, on a enlevé les piliers. Si c'était une construction, on dirait que les fondations sont en train d'être démantelées. Et c'est à ce niveau de danger que nous sommes rendus. Ça également, il faut le dire. Et cela, tout ça, pour assouvir un dessein funeste. Ce dessein, cette ambition, c'est l'ambition mortifère d'un troisième mandat. D'une troisième candidature, on doit dire. Parce que le troisième mandat devrait dépendre en partie de la justice. Mais cette justice est démantelée. Aujourd'hui, le seul rempart contre un troisième mandat, c'est le peuple sénégalais. Parce qu'il ne peut pas démanteler le peuple sénégalais. Il a beau manipuler, il a beau créer, il a beau créer toutes sortes de situations difficiles, complexes, pour dérouter, y compris par le mensonge qu'on en a vu pas plus tard qu'hier. Mais il ne peut pas démanteler la conscience claire du peuple sénégalais qu'il est en dernier ressort le seul grand rempart de la démocratie, le seul grand protecteur de la démocratie, parce que propriétaire de l'ensemble des instruments de gouvernance, c'est le peuple sénégalais et ce peuple a une claire conscience de sa force et de tout ce qu'il peut faire pour mettre un terme ou pour stopper l'ambition de Macky Sall pour un troisième mandat. En le faisant ou en essayant de le faire, il ne fait que suivre les pas désastreux de ses devanciers, quelqu'un comme Alpha Condé. On n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Vous avez vu ce qu'il est advenu de la Guinée. Combien d'hommes et de femmes et de jeunes sont tombés en Guinée avant qu'il n'aille jusqu'au bout de sa logique de réaliser un troisième mandat? Qu'est-ce que ça lui a coûté après d'avoir tout manipulé pour garder le pouvoir? Et qu'est-ce que ça a coûté aujourd'hui à ce pays-là qui est la Guinée? Et c'est cela que Macky Sall est en train de faire. Il est en train de suivre les pas de ces pays qui n'ont plus rien de démocratique et qui aujourd'hui sont tombés dans des travers desquels ils pourront difficilement sortir. Et l'ambition de chaque acteur politique, c'est notre ambition dans la plateforme Avenir Sénégal de l'Union, c'est de créer toutes les conditions pour mettre un terme à cette aventure périlleuse de Macky Sall. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, vous le savez, en 2012, c'était après une lutte âpre
portée par des segments larges de la société sénégalaise. Pas seulement les acteurs politiques, la société civile, les hommes religieux, les jeunes, les femmes, tous s'étaient mobilisés en 2011 pour aider le Sénégal à négocier un virage difficile, à reprendre en main le contrôle de notre processus démocratique, et c'est ça qui a amené Macky Sall au pouvoir en 2012. Mais souvenez-vous de ce qu'il disait en 2011. Le 20 juin 2011, lorsque c'était chaud, lorsque le pouvoir en place avait tenté un troisième mandat, lorsque le peuple s'était dressé devant le président de la République, Abdoulaye Wade à l'époque, Macky Sall lui-même, un des leaders de l'opposition, il tenait exactement le même discours que celui que tient aujourd'hui l'opposition au Sénégal. J'en étais témoin puisque j'étais là avec lui. On s'enfermait tous, quelque part ici aux Almadies, avec les candidats au second tour ou à l'élection présidentielle, pour les aider à trouver la solution et aider le peuple sénégalais à négocier ce virage. Mais en juin 2011, disais-je, le 20 juin, le président Macky Sall disait, je vous cite ce qu'il avait dit, vous vous en souvenez sans doute, qu'il demandait, je le cite, je demande au peuple sénégalais de nous rejoindre dans la rue. Celui qui interdit la manifestation de Yewwi Askan Wi, une manifestation légale, constitutionnelle, celui-là en 2011 avait dit, je demande au peuple sénégalais de nous rejoindre dans la rue pour faire cesser le processus de monarchisation du Sénégal. Nous rejoindre dans la rue pour faire cesser le processus de monarchisation du Sénégal. Le combat contre ce régime, je le cite toujours, se fera dans la rue. C'est Macky Sall qui a dit ça, le 20 juin 2011. Il a appelé les Sénégalais à le rejoindre dans la rue. Est-ce qu'il avait été taxé d'insurrectionnel, cette demande ou cet appel, à l'époque? Pourtant, si le régime de Abdoulaye Wade avait qualifié cette demande ou cet appel d'insurrectionnel, il aurait pu déclencher aussi ou libérer sa justice contre lui et il aurait pu être arrêté. Pourtant, Abdoulaye Wade avait eu la grandeur de ne pas l'avoir fait. Et c'est ce président Macky Sall aujourd'hui qui ose dire que l'opposition appelle à l'insurrection. C'est exactement ce qu'il avait fait. Et c'est cela qui est inacceptable. Eh bien, si son ambition du moment arrivait à prospérer, s'il réussissait à réduire l'opposition à sa plus simple expression, s'il réussissait à soumettre davantage la justice et enlever toute possibilité de respiration démocratique au Sénégal et d'aller à des élections pour se choisir nos propres représentants, c'est justement Macky Sall qui amènerait le Sénégal à une monarchie. Son ambition, c'est de rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le voudra. Et vous avez vu qu'il a déjà posé énormément d'actes, non pas seulement tendant à faire croire, mais donnant maintenant la certitude que Macky Sall veut aller à une troisième candidature en vue d'avoir un troisième mandat. Et je vous donnerai, dans cette conférence de presse, une preuve supplémentaire qui vient renforcer tous les actes qu'il avait déjà posés ici au niveau national pour donner l'impression, ou plus que ça, pour aller créer les conditions pour une troisième candidature. Cet argument supplémentaire que nous donnons aux Sénégalais, et vous en avez l'exclusivité, pour reprendre votre jargon, parce que ce que je vous dis est inédit, personne n'est au courant de ça au Sénégal. À part le ministère qui en avait la charge, aucun autre Sénégalais n'est au courant de l'acte que le gouvernement du Sénégal a posé, et c'est ce que je vais vous lire. Et c'est la preuve supplémentaire que le président Macky Sall est en train de créer les conditions au niveau national et sous-régional pour aller à une troisième candidature. La semaine dernière, à Accra, au Ghana, un pays voisin membre de la CEDEAO, une réunion s'est tenue, une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de la CEDEAO, dont l'un des objectifs de cette réunion, c'était d'amender le protocole de la CEDEAO qui s'appelle A/SP1/12/01,
qui s'appelle Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Le protocole est connu au Sénégal. Ce protocole est connu au Sénégal parce que c'est le protocole qui dit 6 mois avant les élections, on ne peut pas changer la loi électorale. Ça, je crois que tous les Sénégalais le savent, sont au courant de ça. Vous entendez souvent les Sénégalais dire 6 mois avant les élections, on ne peut plus changer la loi. Eh bien, c'est ce protocole de la CEDEAO qui l'a dit, qui a fixé ce terme. Et tous les pays membres de la CEDEAO l'acceptent et l'appliquent. Vous savez, on a beaucoup critiqué la CEDEAO ces derniers temps, mais la CEDEAO n'est pas le problème. Ce n'est qu'une institution. C'est un ensemble de règles et de règlements et de procédures, de pratiques. Elle ne vaut que par ceux qui représentent la CEDEAO. Un pays n'est pas démocratique ou antidémocratique. Il l'est parce que ceux qui dirigent le pays sont démocrates ou pas démocrates. C'est aussi le cas de la CEDEAO. Elle a des instruments qui sont de bons instruments. C'est le cas de ce protocole. Et la semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères s'étaient réunis pour l'amender et y introduire une nouvelle disposition. Une très bonne disposition. Pourquoi elle est bonne? Parce que pour une fois, encore une fois, la CEDEAO a entendu l'appel des peuples ouest-africains, y compris du peuple sénégalais. Comme ils savent que dans tous les pays, les peuples ouest-africains qui aspirent à la démocratie et la bonne gouvernance veulent que les présidents ne fassent pas plus de 2 mandats au pouvoir, et vous avez vu partout, on dit que les présidents ne doivent plus faire plus de 2 mandats, la CEDEAO a décidé d'inscrire ça dans ce protocole. C'est une nouveauté, ça n'existait pas. On a décidé de le mettre dans le protocole, et l'amendement c'était d'introduire dans l'article 1 un nouvel alinéa qui dirait: les États membres adoptent dans leurs constitutions respectives des dispositions visant à garantir qu'aucun président de la République n'exerce plus de 2 mandats ou ne prolonge plus le mandat pour quelque raison que ce soit ou sous quelque forme que ce soit. La CEDEAO décide d'amender le protocole pour y introduire une nouvelle disposition disant qu'aucun chef d'État de la CEDEAO ne peut plus exercer plus de 2 mandats à la tête de son pays. C'est inédit. Tout le monde a applaudi. Nous-mêmes, qui sommes très introduits dans ces instances, qui y avons travaillé pendant longtemps, avons d'autant plus applaudi qu'en 2011-2012, il y avait eu une tentative supplémentaire. Nous avions, j'étais de ceux qui avaient porté un plaidoyer. En ce moment-là, Macky Sall n'était pas au pouvoir. Et c'est pour dire que nous n'avons pas attendu d'être en politique et que nous n'avons même pas besoin d'un poste de député ou de ministre pour servir le pays et se battre pour aider le Sénégal. En 2011-2012 déjà, nous avions porté ce plaidoyer. Nous avons travaillé à la CEDEAO pour que la limitation des mandats soit introduite dans le dispositif. Devinez quoi? 2 pays s'y étaient opposés. C'était le Togo, qui n'est pas une référence démocratique, donc vous connaissez la trajectoire. C'est la même famille, de grand-père à père et petit-fils demain, qui s'étaient opposés parce que ça n'arrange pas le Togo. Le Togo n'a rien de démocratique. Et l'autre pays qui s'y était opposé, c'était Yaya Jammeh. La Gambie de Yaya Jammeh, bien entendu, et ça c'était compréhensible. Et comme on fonctionne sur le registre du consensus, 2 pays s'étant opposés, on ne pouvait pas avoir un consensus. Et c'était tombé à l'eau. C'était la raison pour laquelle on n'avait pas introduit la limitation des mandats dans le protocole en 2011-2012. Mais il y a eu une tentative supplémentaire la semaine dernière à Accra. Et devinez quoi? 12 pays ont soutenu ce protocole, cet amendement, 12 pays, sur les 15 de la CEDEAO, en disant c'est une très bonne nouvelle, c'est une excellente chose. Ça permet à la CEDEAO d'arriver aux standards démocratiques, comme tous les pays démocratiques, et de répondre aux fortes préoccupations des populations ouest-africaines et à leurs besoins. Parce qu'on ne veut plus avoir quelqu'un à la tête de l'État pendant plus de 10 ans ou plus de X, même ça pas plus de 2 mandats. 13 pays l'ont soutenu,
3 pays s'y sont opposés. Devinez quoi? J'ai le regret de vous annoncer que votre cher pays, le Sénégal, fait partie des 3 pays qui se sont opposés à l'amendement du protocole de la CEDEAO destiné à y introduire la limitation des mandats. Curieux, regrettable, inédit. Qui aurait cru qu'il arriverait un jour où le Sénégal, pays référence en matière de démocratie dans la sous-région, modèle en matière de démocratie dans la sous-région, mais ça c'était avant. Le Sénégal actuel, avec la Côte d'Ivoire, vous en connaissez les raisons, et encore avec le Togo, qui n'est pas une référence. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays qui se sont opposés à l'amendement de cette disposition et l'introduction de la limitation des mandats dans le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Quelle est la conséquence de cet acte? Si cette réserve du Sénégal n'est pas levée, avec les 3 pays, comme en 2011-2012, cette disposition ne passera pas. Parce qu'on est encore dans le régime du consensus. Il y aura un sommet des chefs d'État le 3 juillet prochain. Après cette réunion des ministres, le document sera transmis au sommet des chefs d'État. Ce document est le suivant. Voilà le protocole et l'amendement. Cet amendement est ici, quelque part, et vous pouvez voir le 2, qui signifie 2 mandats et mis entre crochets. Et quand il y a des crochets, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. Et si ce document est transmis au sommet des chefs d'État, il ne sera pas adopté par les chefs d'État. Et le protocole ne sera pas amendé. Malgré le fait que la majorité des pays l'ont soutenu, notamment les 12. Et c'est le Sénégal, à travers le ministère des Affaires étrangères, qui a refusé qu'on inscrive la limitation des mandats dans le dispositif de la CEDEAO. Demandez-moi pourquoi c'est dangereux. Demandez-moi pourquoi c'est inacceptable. Et demandez-moi pourquoi c'est illégal pour le Sénégal de prendre une telle décision. Depuis notre constitution de 2016, vous le savez parfaitement, le Sénégal a inscrit dans la constitution la limitation des mandats à 2. Dans notre constitution adoptée par référendum en 2016, l'article 27 nous dit « La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Voilà ce que le Sénégal a écrit dans sa constitution. Ce n'était même pas une constitution ou un changement effectué par le Parlement ou par les députés. Mais c'était adopté par référendum par le peuple sénégalais. Donc ça, c'est le peuple sénégalais qui l'a dit. Mais comment un pays qui a dit ça dans sa propre constitution peut-il aller à la CEDEAO et s'opposer à la limitation des mandats à 2, alors que c'est ce que sa constitution dit? Demandez-moi où se trouve l'erreur. Comment peut-on avoir dit dans sa propre constitution qu'on limite les mandats à 2, mais lorsque la communauté dit qu'il faut aussi le verrouiller au niveau régional pour que ça soit valable pour tout le monde, vous dites non, il ne faut pas le faire? Alors, de 2 questions l'une. Ou ils le font par anticipation, parce qu'il y a une volonté derrière de changer la propre constitution du Sénégal et ils ne veulent pas que la CEDEAO soit après un obstacle rédhibitoire, c'est une possibilité. Ou bien simplement, ils ne savent plus quoi faire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. À force de manipuler, à force de créer toutes sortes de choses, ils sont tombés dans leur propre piège. Mais ce qui est constant, c'est que le Sénégal a émis une réserve contre l'amendement du protocole de la CEDEAO en vue de l'introduction de la limitation des mandats. Ce qui va clairement à l'encontre de la constitution sénégalaise et ce qui va à l'encontre de ce que le peuple sénégalais veut. Or, ce que je rappelle au ministre des Affaires étrangères du Sénégal, c'est qu'elle a beau être ministre des Affaires étrangères, peut-être même qu'elle a écrit ça sous la dictée du président de la République, mais j'aimerais leur rappeler qu'aucun d'entre eux n'a le droit de mettre ses ambitions ou ses intérêts personnels au devant de la réputation et de l'image
de notre pays, le Sénégal. Lorsque le Sénégal s'est opposé ou a émis cette réserve, j'ai reçu beaucoup d'appels de plusieurs personnes, du Nigeria, du Niger, du Bénin et d'autres pays, du Ghana même, où s'est tenue la réunion, qui me disaient, mais Dr. Dieye, what happened in our country? Ils disent our country parce qu'ils aiment le Sénégal. Beaucoup d'acteurs de l'Afrique de l'Ouest, quand ils parlent du Sénégal, ils me disent our country, notre pays. Parce qu'ils disaient que le Sénégal tirait tout le monde vers le haut et qu'ils étaient contents que nos pas positifs en matière de démocratie finissaient par tirer la région vers le haut. Et aujourd'hui, ils me disent qu'est-ce qui arrive à notre pays. Pourquoi c'est notre pays aujourd'hui qui tire la région vers le bas? Pourquoi c'est notre pays, le Sénégal, qui risque d'enlever au peuple de la CEDEAO 380 millions d'individus sa chance d'avoir dans son protocole ce qui est la constitution régionale, la limitation des mandats. Pourquoi le Sénégal en est arrivé à ça? Pourquoi est-on tombé aussi bas? Et à cette réponse, je voudrais utiliser votre canal pour demander au ministre des Affaires étrangères de nous apporter des réponses là-dessus. Mais dans tous les cas, ce que j'aimerais dire, et je veux le dire de la manière la plus ferme et la plus explicite, que je demande au Sénégal, et je demande à toute l'opposition, à tous les démocrates et les républicains du Sénégal et tous les patriotes de demander, d'exiger du ministre des Affaires étrangères du Sénégal le retrait immédiat de la réserve formulée par le Sénégal contre cette disposition. Nous ne voulons pas que l'histoire retienne que le Sénégal a été à l'encontre d'une évolution majeure au plan constitutionnel et a détruit une possibilité de convergence constitutionnelle positive pour les 380 millions de population ouest-africaine. Et c'est une exigence que nous formulons, que nous adressons au ministre des Affaires étrangères, pour lui dire que nous sommes au courant. Le peuple sénégalais est désormais au courant de ce qu'elle a posé comme acte à Accra, et nous lui demandons, en tant que peuple sénégalais, qui a inscrit dans sa constitution la limitation des mandats à deux, de retirer immédiatement cette réserve, et que nous suivrons le prochain sommet des chefs d'État prévu le 3 juillet prochain, et nous ne voulons pas que le Sénégal aille à ce sommet en soutenant, disons, une quelconque possibilité de retirer cette disposition ou de ne pas l'inscrire dans notre constitution régionale. Je voudrais pour finir attirer l'attention du président Macky Sall sur un fait extrêmement dangereux et grave, d'une gravité inouïe. Nous avons tous été témoins de la sortie du procureur de la République hier. Nul ne doit plus se taire. Aucun Sénégalais qui a à cœur l'avenir de ce pays ne doit plus se taire. Je l'ai dit, il a posé toutes sortes d'actes possibles pour détruire la démocratie et réduire l'opposition à sa plus simple expression. En vue de quoi? En vue de créer les conditions pour une troisième candidature. Et j'insiste toujours là-dessus, une troisième candidature. Il a déjà sanctionné tous les membres de son parti politique ou de sa coalition qui lui ont rappelé qu'il n'a pas le droit à une troisième candidature ou un troisième mandat. Il l'a fait. C'était des visibles, c'était visible, c'était des faits. On l'a vu le faire. Tous ceux qui ont eu l'outrecuidance de dire au président, vous ne pouvez pas faire un troisième mandat, il les a sanctionnés. Il l'a fait. On l'a vu aussi dire, ou on l'a entendu dire récemment, que la durée du mandat du président ne lui permet pas de réaliser tous ses projets. Il l'a dit. Comme s'il appartenait à un homme, à un président, dans la courte durée d'une vie ou d'un mandat, de réaliser tout ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Senghor a fait ce qu'il pouvait faire, il est parti. Abdou Diouf l'a remplacé, a fait ce qu'il pouvait. Abdoulaye Wade en a fait. Macky Sall fera ce qu'il peut faire en 10 ans ou sur 2 mandats et partira. Et quelqu'un d'autre poursuivra le chemin. C'est comme ça que marche un pays. Mais pour vous donner des exemples concrets de ce qu'il est en train de poser comme acte pour un troisième mandat, vous avez vu qu'il a fait tout ça. Mais pour
toujours aller dans le sens de cette réduction de l'opposition à sa plus simple expression et s'ouvrir un boulevard pour sa troisième candidature, il nous ramène aujourd'hui quelque chose d'inacceptable. En tout cas, je voudrais lui dire à lui et au procureur de la République que je rejette et condamne de la manière la plus ferme le procédé utilisé hier consistant à dire ou à faire croire ou comprendre aux Sénégalais qu'il y aurait des rebelles casamancés qui seraient entrés à Dakar, auraient préparé des, je ne sais quoi, toutes sortes de choses contre le peuple sénégalais et qu'ils se prépareraient, eux, à le mettre sur le dos de l'opposition ou d'un opposant en particulier, ou d'autres opposants. Puisque moi-même qui vous parle, devant l'histoire, je dois vous le dire, moi je suis de la Casamance. C'est ça le Sénégal, ce que beaucoup ignorent peut-être. Je m'appelle Cheikh Tidiane Dièye. Je suis Dièye, originaire du Gandiol, petit-fils de Madi Penda Dièye. Mais je suis né à Ziguinchor, à Alwar. J'ai vécu cette rébellion dans ma chair. En 82, lorsque ça a éclaté, lorsque des individus armés, moi je ne les appelle pas rebelles à l'époque parce que je ne savais même pas c'était quoi. Des individus armés, en décembre 82, un jour, sont rentrés dans la ville en armes. Je les ai vus de mes propres yeux. J'avais une dizaine d'années. Plutôt que d'aller se cacher derrière sous les lits, insouciants, jeunes, nous sommes sortis pour regarder qu'est-ce qui se passait. On était devant ce qu'on appelait le garage à Loire, pour regarder parce que les armes crépitaient. On a été à l'école primaire, il y avait cette guerre. On a été au collège, il y avait cette guerre. On a été jusqu'à l'université. Et même aujourd'hui, on y retourne, on sait qu'il y a des problèmes. Pendant 40 ans, cette rébellion, ou ceux qui sont appelés les rebelles, n'ont jamais pu contrôler 1 mètre carré de terre sénégalaise sans que ça soit connu par nos forces de défense et de sécurité. Nos forces de défense et de sécurité, notre vaillante armée, aurait pu éradiquer cette chose depuis très longtemps. C'est pour des raisons politiques, quelquefois politiciennes, qu'on a toujours trouvé le moyen de laisser comme ça. Et ce n'est pas aujourd'hui que cette rébellion est réduite à sa plus simple expression justement, qu'elle n'a plus aucun moyen, qu'elle finirait maintenant par se déployer comme par hasard pour venir conquérir notre capitale. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. On peut être dans l'adversité, mais on n'a pas le droit de détruire ce pays. Et si ce pays brûle, c'est le président Macky Sall qui l'aura fait. Et s'il poursuit, s'il insiste dans cette voie, avec cette affaire de rébellion, il mène directement le Sénégal à ça. Qui peut me taxer de rebelle? Qui peut taxer tous les Diédou, les Sagna, les Dièye, les Diallo, les Bari, les Sonko, les Fofana, Casamance de rebelles? Qui? Il y en a qui ont choisi d'aller le faire. La majorité de notre pays, de notre peuple, n'a jamais cru à ça, ne l'a jamais défendu. Pourquoi on veut ramener ça aujourd'hui à ça? S'ils insistent, ils créeront une situation qu'ils ne pourront jamais résoudre, à moins que ce soit aussi leur ambition. Et j'appelle le Sénégal, le peuple sénégalais, à avoir ça à l'esprit. Peut-être que l'ambition de Macky Sall et de son régime, c'est de créer le chaos dans ce pays. C'est peut-être ça leur ambition. Pour qu'en cas de chaos, ils se disent qu'il n'y a plus de processus politique possible, il n'y a plus de démocratie possible, ni d'élection possible. Donc, on fait un régime exceptionnel et on garde le pouvoir. Peut-être qu'ils sont prêts à le faire. Mais je voudrais appeler les marabouts. Je voudrais appeler nos forces de défense et de sécurité. Plus encore, je voudrais appeler les 17 millions de Sénégalais que nous sommes. Nous sommes le dernier rempart. Le dernier rempart, c'est Sokhna Massouda, mère et grand-mère. Ce sont nos grands-pères, ce sont nos enfants, ce sont nos frères et sœurs. C'est nous tous, vous journalistes. Nous devons préserver et sauvegarder ce pays. Nous ne devons pas laisser Macky Sall le détruire. Avec son procureur, ce qu'il a dit hier est d'une gravité inouïe. Vous allez les voir dans quelques jours, essayer de sortir pour dire on l'a fait parler notre rebelle. Il a cité des noms. Peut-être qu'il me citera, peut-être qu'il citera d'autres. Un Mbouda, puisque de temps en temps il vient à Ziguinchor, on va créer quelque chose marron, il est de Santiaba, on va dire peut-être qu'il a eu, etc. C'est comme ça qu'il veut diriger le pays. Et ce serait inacceptable. Ce serait dangereux. Je voudrais attirer l'attention du président Macky Sall. Il lui reste quelques mois au pouvoir.
Il a déjà fait beaucoup d'erreurs, il a déjà fait beaucoup de fautes. Il lui reste une dernière chance pour léguer le Sénégal à la prochaine génération et inscrire son nom sur les registres d'or de la postérité. Il a une dernière chance. S'il ne le fait pas, il n'a aucune chance de s'en sortir lui-même. Parce que tous les régimes, tous les présidents et les tyrans qui se sont opposés à leur peuple ont fini comme tous les autres ont fini. On ne peut pas, et je le disais en 2011, et il m'entendait le dire, nul ne s'est jamais dressé devant le peuple et finir par obtenir gain de cause. Aucun. Et je le disais devant lui, puisque nous étions, mais à côté l'un de l'autre, dans la rue, pour nous battre ensemble. À l'époque, c'était contre un président qu'il connaît très bien. Aujourd'hui, je lui adresse le même message. Pour la paix, pour la stabilité et pour la sécurité du Sénégal, il est temps qu'il lève le pied. En mars 2021, il nous avait annoncé ici qu'il y avait des forces obscures dans Dakar, qu'il y avait des rebelles, qu'il y avait même des terroristes. Quel est le Sénégalais qui a vu un terroriste, une de ces forces obscures, ou un rebelle en mars 2021 ici? Où est-ce qu'ils ont été appréhendés? Dans quel tribunal ont-ils été jugés? S'il y en avait eu et qu'ils étaient au courant, pourquoi sont-ils capables aujourd'hui d'arrêter un rebelle là où ils étaient incapables d'en arrêter en 2021, puisqu'il y en avait plus? Personne ne les avait jamais vus. C'était une communication politique. Mais il arrive un moment où cette communication politique devient dangereuse. Et c'est le message qu'ils sont en train d'envoyer à mes frères et sœurs de la Casamance, de Ziguinchor, une belle ville qui est en train de se pacifier, qui est en train de se construire, qui est en train de se construire un avenir. Ils n'ont pas le droit de nous ramener 40 ans en arrière. Je le dis toujours avec gravité parce que je l'ai vécu. Macky Sall n'a pas le droit de le faire. Voilà le message que je voudrais lui adresser. Qu'il recule pendant qu'il est encore temps. Et revenant sur ce que j'ai dit sur le protocole de la CEDEAO, exiger fermement que le Sénégal retire sa réserve et laisse les peuples de la CEDEAO consigner dans leur constitution régionale la limitation des mandats à 2. Le Sénégal n'a pas le droit de vous faire de. Voilà ce que je voulais dire, mesdames et messieurs, et je vous remercie.